qui suit donc les cessions et acquisitions de droits d'un grand nombre d'éditeurs français, ainsi que sur des échanges, en tout cas pour l'arabe, avec la fondation du roi Abdelaziz de Casablanca, fondation qui travaille sur le développement de la recherche en sciences humaines et sociales pour le monde arabe, mais également avec d'autres interlocuteurs, dont certains d'entre vous ici présents. Donc, je vous montre ici quelques données marquantes de ce futur cahier. Donc, une première diapositive pour placer les chiffres dans un contexte plus large, celui des cessions de droits depuis le français, tout domaine confondu. Donc, là, on ne parle pas uniquement des SHS, et on voit que le premier acquéreur de droits pour le français et donc également pour les SHS, c'est la Chine, et que parmi les langues qui nous intéressent aujourd'hui, seul le turc arrive ici dans les 10 premiers. Il est à la 8e position avec 612 titres acquis depuis le français en 2018, et encore une fois, tout domaine confondu. Ici, on fait un focus un peu plus étroit sur les sciences humaines et sociales, avec le nombre de titres en SHS traduits du français vers les 3 langues principales. Donc, on retrouve la prépondérance du turc par rapport à l'arabe et au persan. Notons que l'échelle ici est réduite. On voit que le plus haut, c'est un peu en dessous de 135 titres. Donc, il s'agit de quelques dizaines de titres. Et notons aussi que ces chiffres doivent être pris avec, je dirais, avec des pincettes, pour parler familièrement, étant donné la part importante de titres traduits sans cession de droit dans les 3 langues, en raison d'une part d'un important marché du livre piraté, et tout simplement également un fonctionnement non professionnalisé de certains éditeurs dans ces zones. Je souligne ça tout particulièrement pour le persan qui apparaît ici avec des chiffres extrêmement bas. Or, d'après les retours que j'ai eus, les conversations que j'ai eues, ces chiffres ne sont pas du tout représentatifs de la circulation des ouvrages français en Iran. Voilà. Et une dernière remarque. Donc, on parlait des traductions générales dans la première diapo, ici des SHS. Les SHS, ça représente en moyenne 10% des cessions de droits depuis le français. Ici, quelques données plus précises pour l'arabe, qui est la langue pour laquelle j'ai pu trouver les informations les plus détaillées. Donc, les pays qui traduisent le plus de SHS françaises en arabe, c'est d'abord le Liban. Et puis, en deuxième position, entre 2011 et 2015, je n'ai pas mis ici toutes les années, mais c'est les 2 pays qui reviennent, c'est l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui avait des programmes de financement certaines années de traduction. Et puis, à partir de 2017, si le Liban reste en première place, c'est le Maroc qui fait une percée, ce qui témoigne d'un renouveau de l'édition marocaine et de son intérêt pour les SHS. Et Mohamed Srir Janjar, qui était mon interlocuteur à la fondation du roi Abdelaziz, qu'il préside, souligne que ces avancées au Maroc sont une surprise, puisque le Maroc n'a jamais eu de politique de traduction institutionnelle, comme ça peut être le cas en Égypte ou en Syrie, et qu'il existe toujours une élite francophone très influente dans les différentes disciplines des SHS, et qui donc n'a pas besoin des traductions. Et puis, il y a en raison des problèmes de distribution des livres
au Maghreb, dans le monde arabe en général, le marché intérieur est très limité. Donc, le constat de cette apparition du Maroc est assez surprenant. Sur cette diapo, quelques données un peu plus précises. Toujours pour l'arabe, alors là, je précise que ça se base sur des chiffres entre 1999 et 2010, mais le classement n'ont pas changé pour la décennie qui suit, toujours selon la Fondation du roi Abdelaziz. Donc, la première langue traduite pour les SHS, c'est l'anglais, qui est suivi par le français. Et le changement pour la décennie 2010-2020, c'est que la part de l'anglais augmente. Elle est passée de 45% à 54% pour 2009, 2018, 2019. Et le français recule et ne représente plus que 26%. Quant aux disciplines, non, ce que je voulais dire aussi, c'est que la troisième langue, ce qui est intéressant, c'est le persan, qui est la langue source la plus courante, enfin la troisième langue la plus courante pour les traductions arabes dans le domaine des SHS, donc après l'anglais et le français, et ça serait dû aux efforts des intellectuels arabes chiites au Liban pour diffuser les œuvres des philosophes et théologiens iraniens contemporains qui ont émergé après la révolution en Iran. Voilà. Pour l'ordre des disciplines de sciences humaines et sociales traduites, l'ordre voilà, est le même avec l'histoire, la politique et ce qu'ils ont appelé société en première position. Et donc là, on va passer voilà, aux traductions, au flux inverse, c'est-à-dire les flux de l'arabe, du turc ou du persan vers le français en SHS. Donc là, c'est des chiffres presque embarrassants. Le schéma que vous voyez sur la droite montre la part écrasante de l'anglais pour la totalité des titres traduits. Hors SHS, on est à 64%, mais l'ordre est à peu près le même pour les SHS. Peut-être pas tout à fait, parce que le japonais bénéficie beaucoup des traductions de manga. Et ensuite viennent voilà, les langues européennes comme l'allemand, l'italien, l'espagnol, et le reste dans 11% d'autres langues. Si on prend les chiffres, donc ce sont des chiffres du Syndicat national de l'édition, pour l'arabe, on a 109 titres, soit 0,78% des titres traduits en français, avec une forte part de fiction, mais pas seulement. Pour le turc, alors là, c'est infinitésimal, c'est 23 titres, donc 0,0 et quelques pourcents. Le persan, 12 titres. Voilà, donc c'est un peu catastrophique. Et je vais passer à une avant-dernière diapositive, voilà, avec quelques exemples de titres je vais dire de non-fiction plutôt que de SHS, traduits de l'arabe, du turc ou du persan, publiés entre 2010 et 2020. Voilà, ça c'était quelques couvertures pour illustrer le propos. Et cette diapositive pour mettre au cœur de notre réflexion le dispositif des UMIFRE, mais également des écoles françaises à l'étranger implantées dans la région qui toutes ont des départements de publication de taille et d'importance très variables, hein, tout comme varie le personnel et le temps dédié dans chacun de ces instituts. Mais
mais peut-être qu'on me contredira, mais il me semble que la part consacrée aux traductions dans les publications des UMIFRE est relativement marginale, c'est-à-dire qu'on publie plutôt en français. Voilà. Et je vais conclure avec quelques questions que je lance comme ça pour la table ronde et pour une réflexion plus générale. Rapidement, comment favoriser la traduction et la publication des textes de SHS vers et depuis le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Asie centrale? Quelles politiques publiques pour donner une place plus importante à ces échanges? Quelles initiatives internationales? Quelles initiatives à prendre du côté des chercheurs et des tutelles de la recherche? Quelle place pour l'anglais? Quid des traducteurs? Sont-ils suffisamment formés? Quelle place donc, pour les centres de recherche français dans ces échanges? Comment mieux valoriser et soutenir leur rôle? Et enfin, quelle place pour le numérique et comment peut-il faciliter les échanges? Donc voilà, des questions qui trouveront peut-être quelques éléments de réponse dans la discussion qui va suivre, qui sera menée par Richard Jacquemont et qui réunit, je vais arrêter de partager, voilà, qui réunit donc ici Bassam Baraké, linguiste, un professeur des universités, professeur de linguistique, qui a été professeur de linguistique française et arabe à l'université libanaise à Beyrouth, que je remercie d'avoir accepté cette invitation, qui est aujourd'hui également encore secrétaire général de l'Union des traducteurs arabes et président du conseil stratégique et directeur du comité exécutif à l'organisation arabe de traduction qui est située qui a son siège à Beyrouth. Ahmed Insel, donc, que je remercie également, qui donc a été doyen du département des affaires économiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, puis dans les années 90 a été vice-président de la même université, qui depuis 1994 est coordinateur du consortium des universités françaises pour la coopération au sein de l'université de Galatasaray. Ahmet İnsel est une figure intellectuelle turque, francophone. C'est un économiste, un politologue, mais aujourd'hui, c'est surtout à titre de fondateur de la maison d'édition turque İletişim, si je le prononce bien, qui non seulement, que nous l'invitons, cette maison qui a non seulement publié les œuvres du romancier turc Orhan Pamuk, mais qui est également une importante maison d'édition de SHS en turc. Franck Mermier, donc merci à vous. Franck Mermier est directeur de recherche au CNRS. Il est actuellement accueilli en mobilité à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Parmi d'autres axes d'intérêt pour ses recherches, il travaille sur la production culturelle dans le monde arabe et actuellement s'intéresse au réseau culturel et intellectuel syrien en exil. Par ailleurs, il a lancé depuis plusieurs années un projet de traduction en sciences sociales, justement de l'arabe au français, qui a suscité la publication de plusieurs ouvrages, et il pourra peut-être nous en dire davantage. Et pour modérer cette table ronde, donc Richard Jacquemont, qui est spécialiste de littérature arabe, maître de conférences à l'Université de Provence, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe, l'IREMAM, qui s'intéresse à la fois aux écrivains, à la littérature et à la société dans le monde arabe, mais également à la traduction et aux traducteurs de et vers l'arabe. Et il est également lui-même traducteur de nombreux romans, nouvelles et essais de l'arabe. Voilà, je laisse la parole à Richard, que je remercie. Merci Marielle et bonjour à tout le monde. Heureux de vous retrouver pour les vieilles connaissances et de faire connaissance avec ceux que je ne connais pas encore. Ahmet Insel en particulier, bonjour. Et donc,
Ben, comme vous l'avez dit, Marielle, donc on a euh, trois spécialistes à qui je vais donner successivement la parole, qui vont parler d'abord, donc nos deux collègues, pour parler de la traduction vers l'arabe, Bassam Baraké. On va commencer par la traduction vers l'arabe, si vous voulez, et puis après, Franck Mermier nous parlera de la traduction de l'arabe. Et en dernier, Ahmed Insan nous parlera de la traduction des échanges du turc et vers le turc, puisque, si j'ai bien compris, vous êtes bien placé vous connaissez bien les problèmes de traduction du turc et vers le turc, dans les deux sens. Euh, donc, l'ensemble des éléments qui ont été présentés par Marielle Morin là, est tout à fait significatif et permet de bien lancer le débat. Et avec ce qu'on voit, évidemment, ce qui est une surprise pour personne, mais c'est toujours encore plus frappant quand on met des chiffres dessus, l'écart très très important entre les traductions de l'arabe et les traductions vers l'arabe. Mais avant de donner la parole à mes collègues, juste une petite remarque sur ce point. Euh, le fait de ne parler que en termes de flux de traduction peut conduire à une image tronquée des choses, dans la mesure où, comme chacun d'entre nous le sait, euh, nos collègues, euh, nos collègues arabes, y compris pas seulement ceux qui travaillent en Europe, mais ceux qui travaillent dans les universités arabes, dans les centres de recherche arabes dans leur pays, publient de plus en plus en français et surtout en anglais, pour exister sur le plan international. Hein, l'anglais s'étant déjà imposé comme la lingua franca de la recherche scientifique dans les sciences dures, et il s'impose de plus en plus dans les sciences sociales, hein, à tel point que nous-mêmes, chercheurs français, nous sommes aujourd'hui obligés de publier en anglais si nous voulons exister dans le champ académique international. Donc, alors que le français est une langue d'expression des savoirs tout à fait encore compétitifs, même si loin derrière l'anglais, comme on l'a vu dans les chiffres. Hein. L'évolution actuelle, c'est donc une place de plus en plus croissante de l'anglais et le français comme deuxième langue. Alors c'est vrai vers l'arabe, mais c'est vrai dans les échanges mondiaux aussi. Hein, le français reste la deuxième langue source des traductions dans le domaine des SHS. Hein. C'est le privilège, pas seulement de la French Theory, comme disent les Américains, mais de l'ensemble de ce que produit la recherche francophone encore aujourd'hui. Donc, malgré ça, nous-mêmes sommes menacés par l'anglais. Donc, vous imaginez bien que pour les langues plus périphériques, et en particulier pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'arabe, le turc, le persan, donc en commençant par l'arabe, de plus en plus de ce qui s'écrit de la recherche en sciences sociales produite par les Arabes pour les Arabes s'écrit en anglais ou en français. Donc, et une part importante des flux de traduction aussi donc, consiste à ce que moi j'appelle du retour à l'original, c'est-à-dire de rendre en arabe ce qui est écrit par en anglais ou en français, par exemple, par des chercheurs arabes. C'est bien connu que les, si,
parmi les auteurs les plus importants de sciences sociales qui concernent le monde arabe aujourd'hui, qui sont traduits en arabe, vous allez trouver en premier, dans les premiers, vous allez trouver Edouard Saïd pour les traductions de l'anglais et Mohamed Harkoun, par exemple, pour les traductions du français, hein, pour ne citer que ces exemples. Voilà. Excusez-moi, Richard et les intervenants, est-ce que vous pourriez faire attention à parler bien fort et distinctement parce que certains auditeurs ont du mal à bien entendre, la connexion n'est pas de très bonne qualité. Parfait, d'accord. Merci. Merci. Voilà, donc après cette petite introduction, donc pour donc relativiser un petit peu, tout en, évidemment, ça ne remet pas en cause la structure générale des flux telle qu'elle a été présentée par Marielle, mais pour situer aussi cette question dans la problématique de la langue d'expression des savoirs aujourd'hui et de l'économie générale linguistique de la production des savoirs en sciences sociales dans le champ académique international, si vous voulez. Et donc, je donne la parole à Bassam Baraké, si vous voulez bien, pour nous parler de élaborer à partir de ce que vous pouvez élaborer à partir des constats généraux tracés par Marielle sur les évolutions récentes de la traduction en arabe des sciences sociales. Oui, merci beaucoup. Je pense, vous m'entendez bien, ça va? C'est parfait, oui. Il n'y a pas de problème. OK, donc je vous remercie et je remercie les organisateurs de cette journée, principalement Marielle Morin. Et avant de commencer, je voudrais en fait donner un avis un peu contraire à ce que Richard Jacquemont vient de dire. Vous incitez les chercheurs arabes à écrire en français et en anglais. Si c'est le cas, je n'incite surtout pas. Je constate. Oui, vous constatez, d'accord, mais moi, au contraire, j'incite les chercheurs arabes à écrire en arabe directement. Nous sommes parfaitement d'accord. Oui, d'accord. Bien, donc d'abord, je voudrais dire que le paysage de la traduction dans les pays arabes a tout à fait changé, presque chamboulé à partir de l'année 2000. Le paysage de la traduction a en fait été modifié, développé par plusieurs paramètres. On ne peut pas dire que, en fait, on insiste souvent sur la traduction, qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qui est traduit, quels sont les ouvrages, dans quel domaine, etc. Mais en fait, la traduction dans le monde arabe forme la publication des ouvrages traduits forme comme une chaîne, comme un anneau dans une chaîne d'action. Pour bien cerner le paysage de la traduction dans les pays arabes, il faudrait penser à l'enseignement et à la formation. Il faudrait penser au soutien que les centres, les organisations donnent aux traducteurs et aux éditeurs qui traduisent. Il faut penser à l'édition en elle-même, qu'elle soit privée ou officielle. Ensuite, il faut penser aux centres de recherche qui ont été créés à partir des années 2000. Et à la fin, il faut penser aux prix. Il y a beaucoup de prix donnés par les États arabes aux traducteurs. Moi-même, j'en ai eu un. Aux traducteurs qui traduisent que ce soit dans le domaine de la littérature, donc des romans ou autres, ou dans le domaine des sciences humaines ou des sciences pures. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être que cette action a été développée à partir de la réunion des chefs de l'État en 2007.
En fait, en 2007, les chefs des États arabes ont décidé, entre autres, de promouvoir l'identité arabe et bien sûr la langue arabe et de rendre la langue arabe présente dans le monde du savoir et, entre autres, subventionner et encourager la traduction de l'arabe et vers l'arabe. Je voudrais commencer d'abord par l'enseignement formation à partir des années 2000. Dans les universités arabes ont été créés un grand nombre de départements de traduction. Dans le temps, la traduction était affiliée au département de français, au département d'anglais, mais à partir de 2000, le paysage a changé et un grand nombre d'universités arabes ont créé des départements spécialisés dans la traduction. Par exemple, au Liban, il y a une vingtaine d'années, il y avait 2 départements dans tout le Liban. Maintenant, il y en a une dizaine. Donc, on voit bien que l'enseignement de la traduction se développe et, par conséquent, donne à la traduction une envolée, si l'on peut dire. Pour ce qui est de la formation, je voudrais en fait citer 2 actions. La première, c'est lorsque Marielle Morin était au Caire, elle a organisé un stage de formation qui a regroupé un grand nombre de jeunes traducteurs de plusieurs pays arabes et ces jeunes traducteurs ont reçu une formation de haut niveau et ça a été utile sur 2 points, à 2 niveaux. Le premier, c'est que les traducteurs ont été bien formés et se sont lancés après la formation dans le monde de la traduction, principalement du français vers l'arabe. Et le deuxième point, c'est que ces jeunes traducteurs qui viennent de plusieurs pays arabes ont créé un groupe qui les a aidés à échanger leurs compétences et à se poser des questions sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités de traduction. Pour donner un exemple de formation, un deuxième exemple de formation, en fait, cette formation inaugurée par Marielle Morin, malheureusement, elle a eu une seule répercussion à Beyrouth. 2 ou 3 ans après, le même stage de formation a été organisé à Beyrouth et puis c'était fini. On n'a plus vu de formation à l'Institut arabe ou au Centre culturel des ambassades de France. Ça a été en fait oublié en quelque sorte. En fait, moi, je demande à Marielle si elle peut d'encourager l'institution de ces formations annuelles dans les instituts français du monde arabe. C'est très important pour les jeunes traducteurs. Le deuxième point concernant la formation, maintenant par exemple à l'Union des traducteurs arabes, on organise une session de formation d'1 année à des étudiants omanais du sultanat d'Oman. Cette formation concerne des étudiants qui ont une licence en anglais. Donc, en 1 année, on va les former à traduire de l'anglais vers l'arabe. Je pense qu'en plus de l'enseignement, la formation est importante. Je pourrais dire même plus importante que la formation, que l'enseignement, parce que, et même je suis pour le fait de ne pas donner des licences de traduction, il vaut mieux donner des masters de traduction, prendre des licenciés en géographie, en histoire, en philosophie ou autre, et les former à la traduction. Donc, cette formation est très importante parce qu'elle est ciblée sur les domaines. Il y a traduction spécialisée, ou traduction générale, ou traduction des sciences, etc.
Voilà donc pour l'enseignement-formation. Pour le soutien, il y en a dans les instituts français, dans les ambassades de France, dans les pays arabes, mais il y a aussi des soutiens qui sont donnés par des centres et des organisations du monde arabe. Pour la plupart, ce sont des centres officiels. À Beyrouth, par exemple, pour ce qui est des centres qui traduisent, il y a eu d'abord l'Organisation arabe de traduction et ensuite il y a maintenant 3 ou 4 autres centres et fondations qui traduisent des langues étrangères, principalement des langues étrangères vers l'arabe. Pas seulement du français ou de l'anglais, mais il y a aussi l'allemand, l'espagnol, l'italien, le chinois, le russe même. Pour vous donner un exemple du changement de climat concernant la traduction, par exemple, avant 2000, il y avait une maison d'édition qui donne à un traducteur un livre à traduire, et c'était traduit et publié, et le plus souvent sans avoir les droits de traduction. Après 2000, il y a par exemple l'Organisation arabe de traduction qui a en quelque sorte institué un protocole de traduction. On ne prend pas un livre et on le traduit tout simplement. Il y a d'abord une commission qui choisit quel livre choisir pour le traduire. Ensuite, il y a un traducteur, puis il y a un réviseur, puis il y a un documentaliste et il y a un réviseur de la langue arabe. Donc, la traduction du livre vers l'arabe a en quelque sorte été, si l'on peut dire, industrialisée. C'est devenu une chaîne de travaux dans laquelle le livre traduit est soumis à des révisions et à des corrections. Pour ce qui est des prix, vous savez, il y a beaucoup de prix qui ont été donnés, qui sont donnés à des traducteurs. Entre autres, il y a Ibn Khaldoun Senghor, je suis membre du jury, et Ibn Khaldoun Senghor, c'est un prix qui est donné uniquement pour les ouvrages traduits du français vers l'arabe ou de l'arabe vers le français. Maintenant, pour ce qui est de la traduction du français vers l'arabe, et surtout en matière de sciences humaines, le problème, c'est que les chercheurs arabes qui écrivent dans les sciences humaines, qui écrivent en arabe, en fait, ils ont comme référence, comme source, des références français ou anglais. Donc, ce qui fait que si l'on traduit vers l'anglais ou vers le français, on ramène l'eau à la source. La plupart des ouvrages qui sont traduits maintenant de l'arabe sont ou bien des ouvrages anciens qui appartiennent au patrimoine arabe d'il y a des siècles, ou bien des œuvres littéraires, principalement des romans. Il y a quelques grands penseurs arabes qui ont été traduits en français ou en anglais, mais si l'on compare la traduction du français vers l'arabe ou de l'arabe vers le français, on voit bien, comme Marielle l'a dit, on voit bien que c'est une... si l'on prend la proportion, les livres traduits vers l'arabe sont de loin plus nombreux. Si je donne un exemple à l'Union des traducteurs arabes, en fait, Richard, j'ai 15 minutes ou plus. Combien de temps j'ai pour... Allez-y, encore quelques minutes, ça va? Oui, encore deux. Oui, d'accord. 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 Donc, en ce qui concerne l'Union des traducteurs arabes, on est en train de faire des statistiques. Qu'est-ce qui a été traduit de 2000 jusqu'à maintenant au Liban? Donc, on voit bien que la philosophie est le premier, la philosophie et psychologie, en fait, les deux. C'est le domaine qui est le plus traduit
du français, du français et des autres langues vers l'arabe. La linguistique, la linguistique est prend la troisième place, mais pardon, la sociologie prend la deuxième place. Je donne à titre d'exemple des chiffres. En philosophie et psychologie, et entre autres philosophie de la religion, on a une centaine d'ouvrages de 2000 jusqu'à 2018. En sociologie, on a une soixantaine d'ouvrages et en linguistique, on a une quarantaine d'ouvrages. Donc, on voit bien que les sciences humaines prennent une place importante dans le mouvement de la traduction dans le monde arabe. Par exemple, l'Organisation arabe de traduction qui s'occupe uniquement des sciences humaines, donc philosophie, psychologie, traductologie, linguistique, sociologie et autres. Elle a publié de 2000 jusqu'à maintenant plus que 400 ouvrages de différentes langues. 42% ou 41% du français et 45% de l'anglais, mais les autres des différentes langues, italien, espagnol, russe et autres. Je voudrais à la fin mentionner, et ça m'a étonné de voir qu'en Arabie Saoudite, on vient de fonder une plateforme de traduction de philosophie. En fait, en Arabie Saoudite, la philosophie n'est pas très aimée, mais on voit bien que ça s'appelle plateforme Mana, sens ou signification. Donc, on voit bien que les sciences humaines et la philosophie, donc le savoir, la pensée, prennent une place importante dans le monde arabe. Dernière remarque, les pays arabes vivent comme dans des îlots séparés, en quelque sorte. Il y a les foires du livre, c'est important, mais le livre traduit, et le livre en général, ne circule pas bien dans le monde arabe. Je donne comme exemple l'université de Riyad. L'université de Riyad publie un grand nombre d'ouvrages traduits et presque tous sont dans les dépôts. On ne les voit pas. En fait, moi, quand je vais à Riyad, je cherche dans les dépôts pour prendre les ouvrages qui sont traduits et en général, ce ne sont pas bien diffusés. Donc, je pense que dans le monde arabe, on manque de diffusion de livres en général et de livres traduits en particulier. Je pense que j'ai fini mon temps. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie beaucoup. Merci, merci beaucoup Bassam pour toutes ces données très riches. Et je me permets de compléter un peu. Vous aviez annoncé plusieurs points dont vous avez traité certains, l'enseignement, la formation, les politiques de soutien. Vous avez parlé des prix. Vous avez dit finalement peu de choses sur deux autres points dont vous aviez parlé, l'édition et la recherche, en particulier sur l'édition. Je voulais ajouter que j'espère que tout le monde m'entend bien maintenant, puisque tout à l'heure, apparemment, on ne m'entendait pas bien, ça va. Oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance, quand on parle de ces choses, de parler de la traduction un peu in abstracto, en oubliant un peu que en fait, le livre traduit, c'est d'abord un livre, quoi, et qu'à ce titre, il est tout à fait dans la même situation que le livre arabe en général, et que les problèmes du livre arabe traduit sont les problèmes du livre arabe en général, de l'édition arabe en général, et que si on publie plus de traductions au Liban et en Égypte, eh ben, c'est parce que tout simplement, c'est les deux centres historiques de publication du livre arabe aussi. Etc. Et puis le problème que vous avez soulevé en fin de votre intervention, évidemment, le problème éternel de la circulation du livre arabe. Et ici, ça sera peut-être bien aussi de pouvoir faire
une petite mise à jour, enfin d'évoquer la question du rapport entre le livre papier et le livre numérique, puisque une des évolutions à la fois positives et négatives des 20 dernières années, ça a été la transformation du phénomène bien connu du piratage, de la republication sauvage des livres qui se faisaient sur papier et qui se fait maintenant sur PDF, ce qui fait que c'est vrai que le livre arabe circule toujours aussi mal, a fortiori quand la moitié de la région pardon, est à feu et à sang. Mais par contre, il circule toujours aussi bien de façon sauvage et de mieux en mieux en PDF, ce qui fait qu'aujourd'hui, de partout dans le monde, vous pouvez télécharger et aussi bien des traductions que des livres arabes écrits par des auteurs arabes. Hein, et ça va très vite. Moi, je me souviens d'avoir... c'est pas que je m'intéresse particulièrement à la philosophie allemande, mais c'était juste pour vous dire à quel point c'est facile que quelqu'un me signale une traduction être, et je ne sais plus comment c'est ça, Sein und Zeit en allemand, la lettre et le temps de Heidegger, traduit en arabe, et je le télécharge genre la semaine après sa parution, Al-Kainouna wa Zaman, il était en PDF, et je l'ai dans ma bibliothèque de PDF de livres arabes maintenant. et le tout à l'avenant. Voilà, ce qui est à la fois évidemment un grand privilège pour les lecteurs arabes par rapport à nous, enfin aux lecteurs de livres français ou anglais, qui sont évidemment beaucoup plus contrôlés, mais évidemment un grand problème aussi pour les éditeurs et pour les auteurs qui ont encore plus de mal à vivre de leur production dans ces conditions. Je donne la parole à Franck Mermier maintenant, qui va reprendre, enchaîner sur, puisqu'on a déjà un peu commencé à parler de ces questions, sur la question de la traduction de l'arabe, des sciences, de la production en langue arabe en sciences humaines et sociales, et en particulier de ces initiatives que tu as prises, Franck, enfin, que tu as accompagnées ces dernières années. Eh ben, merci beaucoup, Richard. Donc, très heureux de vous retrouver aussi. Et puis, remercie Marielle Morin pour cette invitation. Et le GIS, bien sûr. Donc, je voudrais parler effectivement plutôt de la traduction donc de l'arabe vers le français en sciences sociales et humaines, d'autant plus que c'est pas très documenté, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose non plus à documenter. Donc, ça fait que la tâche est assez facile pour se faire. Alors, je pars d'une double casquette, si on peut dire. D'abord, une casquette d'anthropologue, puisque je pense que la tâche de la traduction est indissociable du métier aussi d'anthropologue, notamment pour savoir aussi quelles sont les formes de pensée dans une société à un moment donné, dans des conjonctures particulières, et les catégories aussi de conceptuelles qu'on utilise, etc. Donc tout cela fait partie du travail d'anthropologue, mais aussi par le fait que j'ai donc assuré des responsabilités dans des centres français, notamment au Yémen, où j'ai commencé ce travail de traduction, notamment d'ailleurs dans les deux sens, et en étant soucieux justement que les travaux que l'on produisait sur le Yémen, notamment en sciences sociales, soient traduits en arabe. Donc ça permettait aussi, non pas de rétablir un échange inégal, mais surtout de montrer aussi quelle était la nature de ces travaux dans des conditions de travail parfois un peu paranoïaques par rapport aux chercheurs étrangers. Donc je pense que ça c'est important, d'être effectivement clair à ce niveau-là, de restituer en fait d'une certaine façon. Et puis deuxièmement aussi parce que je me suis aperçu, après en allant à l'IFPO à Beyrouth, entre 2002 et 2009, mais j'ai assumé la charge de directeur des études contemporaines seulement en 2005-2009, qu'il y avait aussi des grands vides, des grandes lacunes par rapport à la traduction de l'arabe vers le français. Je pense qu'il y a certaines
références essentielles concernant, je ne vais pas dire la pensée arabe, mais en tout cas concernant la recherche dans le monde arabe sur des questions essentielles qui n'ont pas du tout été relayées en français et parfois ni même en anglais. Et donc, par exemple, j'étais très étonné du fait que le grand penseur syrien Sadak al-Azam n'ait pas été traduit en français. Pardon. Et donc, j'avais pris l'initiative en 2007 de publier avec parenthèse cet ouvrage qui regroupe un certain nombre de textes de Sadak al-Azam, et on peut donner beaucoup d'exemples de penseurs qui qui ne sont pas connus en français, même si, comme l'a rappelé Richard Jacquemont, beaucoup écrivent aussi en français ou en anglais. Donc, ces références, par exemple, on peut prendre aussi l'exemple pour le Liban du livre, je prends un exemple simplement, mais pour montrer à quel point on peut passer à côté de références majeures. Le livre de Waddah Sharara sur le Hezbollah, qui n'a pas été traduit en français et qui, même jusqu'à aujourd'hui, serait intéressant à traduire. Voilà, donc ça, c'est un petit plan. Ensuite, effectivement, il y a la question de la réception, c'est-à-dire, si on ne publie pas beaucoup de SHS arabes en français, c'est pour de multiples raisons, dont une qui est évidemment la domination de la fiction dans ce qui est traduit vers le français, de fiction arabe, mais aussi une certaine, disons, appréhension de cette fiction comme par rapport à son aspect documentaire. C'est-à-dire que souvent, des écrivains, et là je pense que Richard pourra le dire mieux que moi, souvent des écrivains arabes sont considérés à travers ce qu'ils apportent comme connaissance sur les sociétés plus ou moins qu'ils décrivent, ou en tout cas dont ils relatent certains événements ou certaines situations. Et donc la valeur du documentaire des romans arabes souvent est un des principaux motifs de traduction. Et d'ailleurs, on peut se dire, bon, bah, ça c'est finalement un exotisme, et puis le fait qu'on prend plus au sérieux la fiction, notamment pour des raisons aussi commerciales, hein, que par rapport au SHS. Mais j'ai aussi vu cela également dans un ouvrage de l'anthropologue saoudien Baqader, Abou Bakr Baqader et Hassan Rashiq, l'anthropologie dans le monde arabe, l'anthropologie à fil watan arabi, donc c'est paru à Damas, à Dar el-Fikr en 2012, où ils disent également que durant les 3 dernières décennies, de plus en plus de romans arabes s'apparentent à des études ethnographiques et rendent compte des aspects sociaux et culturels de nos sociétés. Et donc, eux-mêmes les considèrent comme une source documentaire à exploiter. Bon, alors ça renvoie, je pense, aussi à une question très importante, qui est aussi la question de la recherche de terrain dans le monde arabe. Hein. On sait bien que dans beaucoup de sociétés arabes, la recherche de terrain a été soit difficile, soit interdite, comme en Syrie, pratiquement interdite, notamment pour ce qui concerne les sciences sociales du contemporain, soit extrêmement contrôlée, comme en Égypte. On se rappelle notamment des articles de l'historien égyptien, d'ailleurs, qui est contraint à l'exil, Khaled Fahmi, expliquant combien l'accès aux archives même était sujet à beaucoup de suspicions de la part même des employés des archives, etc., etc. Donc, il y a aussi une question liée à l'accès au terrain, et qui fait que finalement, la valeur documentaire de ces romans est importante. Et puis, là, évidemment, il faut absolument ne pas généraliser. L'Arabie saoudite, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas le Liban, etc. Et donc l'accès au terrain et la part des sciences sociales du contemporain dans chacun de ces pays est différent, évidemment. On voit notamment au Maroc non pas une domination, mais en tout cas une place très importante de l'anthropologie et de la sociologie dans les études sur la société marocaine, à comparer évidemment avec d'autres pays où cette place est beaucoup moins importante. Mais il n'empêche que, par exemple, sur qui concerne le Golfe, lorsqu'on va se tourner vers les études qui concernent les sociétés du Golfe, on va voir dans les bibliographies, de nombreux chercheurs, pas seulement d'ailleurs
occidentaux, français ou anglais, mais parfois même arabes, qui écrivent en anglais, qui écrivent généralement en anglais, on va voir l'absence totale de références en arabe, alors qu'il existe effectivement des chercheurs du Golfe qui ont accumulé tout un savoir sur leur société et qui aussi ont une vision de leur société qui serait vraiment intéressante à traduire. Donc, pense à plusieurs chercheurs du Bahreïn, Kazem Nader par exemple et d'autres. Je pense aussi au texte de Khaldoun al-Naqib, etc., qui n'ont jamais été traduits et qui pourtant, à leur époque, effectivement, ou maintenant, non seulement informent sur les sociétés sur lesquelles portent leur analyse, mais aussi informent sur des catégories, ce qu'on peut appeler de façon un peu pédante en anthropologie, des catégories émiques aussi. Locales, disons, émanant des sociétés mêmes sur leur façon de concevoir des catégories conceptuelles, etc. J'ai pris moi-même un exemple, par exemple, sur la notion de ruralisation de la ville, Talief al-Madina, qui n'a pas un équivalent, n'a pas du tout le même équivalent en français et qui est pourtant un trope de la sociologie ou de l'anthropologie arabe depuis des décennies. Alors, revenons en France et parlons effectivement de la place des sciences humaines et sociales de l'arabe traduite en français. Alors effectivement, je rejoins Richard Jacquemont et Bassam Baraké sur le fait qu'il y a beaucoup aussi des chercheurs évidemment qui écrivent en français et en anglais. Il y a aussi évidemment un état disons du marché éditorial français avec la domination d'Actes Sud pour ce qui concerne les traductions. Et là, puisque Richard Jacquemont est devant moi, en tout cas devant mon écran, pour lui dire qu'effectivement, une des premières expériences qui a été faite, c'est la collection qu'il a lancée, Texte à l'appui, à la découverte. C'était en... 89, 92, 91, le premier ouvrage, c'était en 91, les premiers ouvrages. Et c'était aussi Texte à l'appui, mais avec l'autre titre, Islam et société, c'est-à-dire ça concernait effectivement tous les débats autour de l'islam. Donc on voit bien là aussi que ça concernait effectivement un sujet qui intéressait d'une certaine façon un public français ou francophone, mais qui ne reflétait pas obligatoirement un état de la recherche dans les sociétés arabes, en tout cas sur les sociétés contemporaines. Et sur les 8 ouvrages publiés dans cette collection, qui a été ensuite dirigée par l'historienne Lucette Valency jusqu'en 2011, sur les 8 ouvrages publiés dans cette collection, 5 ont été traduits de l'arabe. Donc on voit aussi que même dans cette collection, j'ai fait ensuite une petite recension des ouvrages qui ont été plutôt un recensement des ouvrages qui ont été publiés en arabe chez Actes Sud, et en fait on s'aperçoit que le nombre de titres traduits chez Sinbad dans la collection d'Actes Sud est extrêmement faible. J'en ai compté que 5 traduits de l'arabe. Donc, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, je peux les dire. Nasr Abou Zaid, Critique du discours religieux, 1999. Salim Tamari, La mer contre la montagne, 2011, dont les ventes n'ont pas excédé les 300 exemplaires. Walid Khalidi, 1948, La première guerre israélo-arabe, 2013. Yassine El-Haj Saleh, La question syrienne, 2016. Et puis Fawaz Traboulsi, Soit et faire du Muon-Liban au canal de Suez en 2017, qui a eu justement le prix de la traduction, Ibn Khaldoun, Léopold Sédar Senghor, qui a été mentionné tout à l'heure. Et encore que ce dernier ouvrage, qui est l'œuvre d'un historien sociologue libanais, n'est pas moins une étude qu'un récit historique en partie romancé. Donc on voit bien que tout un pan de la production éditoriale arabe, scientifique, dans les sciences humaines et sociales, est largement ignoré ou inaccessible, au seul usage de quelques rares spécialistes européens arabisants, souvent concernés d'ailleurs par les seules références utiles à ces disciplines. Et de la même façon que M. Baraké a
évoqué tout à l'heure le fait qu'un master de traduction qui concernerait justement ceux qui sont déjà diplômés en sciences sociales pourrait justement être productif, fructueux, en tout cas sur le plan de la qualité et de la quantité. De la même façon, ici, on est confronté à un problème en France par rapport au nombre de traducteurs des sciences sociales et humaines en arabe, puisque justement le marché éditorial français n'absorbe pas beaucoup de traductions de l'arabe pour ces textes. Et donc, il y a effectivement non, un manque de traducteurs aussi par un manque d'offres par rapport à ces textes qui ont du mal justement à franchir finalement la Méditerranée. Il y a aussi un autre problème qui a été évoqué aussi par Richard et par Richard Jacquemont et Bassam Baraké, c'est la question de l'édition arabe. C'est-à-dire qu'il y a une invisibilité aussi de la production. On sait que, bon, au-delà du fait qu'il y a aujourd'hui des guerres dans plusieurs pays arabes et donc une impossibilité à accéder au terrain et à accéder à la production éditoriale dans plusieurs pays, il y a aussi évidemment ce système éditorial arabe qui fonctionne par des foires du livre, puisqu'on sait que dans beaucoup de pays, les librairies ont diminué, le nombre de librairies a diminué, et donc ces foires du livre, finalement, nécessitent, de la même façon que l'éditeur arabe doit se transformer en marchand ambulant dans les différentes capitales arabes pour proposer ses livres chaque année. De la même façon, finalement, pour accéder au marché éditorial arabe et à la production arabe, il faut aussi aller sur place. Parce qu'il n'y a pas de catalogue, il y a très peu de manières de le savoir, d'autant plus que cette production, elle est pan-arabe, c'est-à-dire qu'elle concerne plus d'une vingtaine de pays. Donc cette structure même du système éditorial, non seulement constitue un frein au développement du secteur de l'édition en sciences sociales, mais aussi à la connaissance de cette production. Donc ce travail de repérage des textes susceptibles d'être traduits ne peut se faire que par des spécialistes qui sont eux-mêmes peu intéressés par la question de la traduction pour des raisons complexes liées, comme je l'ai dit, à l'état du marché éditorial français, mais aussi liées aussi à une question de carrière tout simplement, puisque faire de la traduction, ça nécessite effectivement du temps, c'est moins valorisé effectivement que des travaux de recherche, et il faut effectivement avoir des compétences linguistiques également qui permettent d'assurer ces travaux. Alors, il peut y avoir dans ce cadre-là, me semble-t-il, du fait qu'on a quand même un système d'aide au financement qui est particulièrement élaboré en France avec le Centre national du livre qui accorde jusqu'à 70%, 60-70% des frais de traduction, notamment pour l'arabe. Il ne reste pour susciter, disons, un renforcement de ce flux de traduction en SHS de l'arabe vers le français qu'à avoir une politique volontariste qui passe effectivement par les UMIFRE. Qui passe par les UMIFRE dans le sens où me semble qu'une des missions qui doit être aujourd'hui attribuée à ces UMIFRE d'une façon volontariste, c'est justement le passage des textes, c'est le voyage des concepts, le voyage des textes, la traduction, en un mot, en sciences sociales et humaines, pour qu'il y ait aussi à la fois un volet formation et puis aussi pour valoriser ce travail de traduction. Parce que tant qu'il n'y a pas de valorisation de ce travail de traduction, effectivement, il y aura peu de candidats qui seront amenés à se positionner dans ce type d'activité. Et donc, effectivement, cette politique de valorisation de la traduction doit aussi passer par une formation des traducteurs spécifique pour les sciences humaines et sociales. Ça avait été déjà commencé en partie à l'IFPO, mais bon, ça n'a jamais été effectivement systématisé, et ça doit concerner d'une certaine façon, j'allais dire, des projets interumifres. C'est-à-dire que notamment on a la chance d'avoir plusieurs UMIFRE dans le monde arabe. Effectivement, là, il y a une mutualisation des efforts par rapport à cette question et qui passerait effectivement par une structure, disons, dédiée à la traduction dont l'action porterait à la fois sur la sélection des textes, le choix des traducteurs et la création d'activités liées
à ces traducteurs, à cette traduction. Alors, je termine sur une note optimiste. Donc, par exemple, on a aujourd'hui la maison d'édition Diacritique qui travaille notamment en lien avec l'IFPO, qui a présenté un ouvrage du grand sociologue irakien Faleh Abdel-Jabbar sur Daesh en Irak, et donc dont le dossier a été accepté par le Centre national du livre pour une grande partie de la traduction, et qui aujourd'hui, effectivement, a besoin de financement pour compléter cette traduction. Notamment, ça peut être, il va certainement, ou il l'a déjà fait, peut-être s'est adressé à l'IFPO ou à d'autres centres. Et effectivement, c'est ce genre de partenariat, éditeur privé et centre de recherche, qui pourrait permettre, mais avec un aspect, je veux dire, avec une action volontariste des centres de recherche, qui pourrait permettre justement le développement de ce secteur. Je vous remercie. Merci, merci Franck. Avant de donner j'allais donner la parole tout de suite à Ahmed Insel, et puis en fait je me dis que pour la vitalité du débat, peut-être qu'il vaut mieux que je prenne quand même quelques minutes pour commenter et apporter quelques éléments d'information aussi à ce que vient de dire Franck. En particulier, donc sur le rôle des UMIF et sur la question des soutiens. Là, tu parlais du CNL. J'ai eu une expérience particulièrement intéressante. Pendant 2-3 ans, là, le CNL m'a demandé d'être président de la commission d'extraduction littérature. Alors, ce n'était pas sciences sociales humaines, c'était littérature, mais bon, c'est pareil. C'est-à-dire que extraduction, c'est-à-dire que les demandes d'aide à la traduction venant d'éditeurs étrangers pour des traductions du français vers des langues étrangères. Et pendant cette période, l'arabe était justement mise en avant, c'est-à-dire avec une aide qui allait jusqu'à 70%, alors que normalement, le CNL aide entre 40 et 60% du montant des traductions. Mais en fait, ils disent ça, 40 à 60%, mais en fait, ça peut être beaucoup plus parce que les éditeurs étrangers peuvent présenter des factures de traduction qui peuvent en fait être surévaluées par rapport au coût réel de la traduction. Donc, enfin bref, sans rentrer dans le détail des cuisines. Mais ce que je voulais signaler, ce qui m'a frappé pendant toute cette période, c'était le peu de demandes qui venaient des éditeurs arabes, alors même que les bureaux du livre des instituts français sur place, etc., étaient censés répercuter le fait qu'il y avait ces aides particulièrement importantes pendant ces 2-3 années pour la traduction vers l'arabe. Et en fait, il n'arrivait très très peu de choses. J'avais l'impression que l'information n'arrivait pas, ou alors que les éditeurs arabes préféraient continuer à travailler à l'ancienne sans passer par des contrats, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça posait aussi le problème et là, c'est un petit peu un commentaire sur ce que disait Bassam Baraké tout à l'heure à propos des formations. Des instituts français et puis alors ça vaut aussi pour les UMIF en général. Notre problème, souvent, on a ce genre de discussion, on fait état d'initiatives, de projets qui ont été faits en faveur de la traduction à tel moment, à tel endroit. Le problème, c'est la continuité. Très souvent, les choses ne se font pas dans la continuité. La formation des traducteurs, voilà, il y en a une qui s'est faite une fois parce que Marielle Morin s'est investie là-dedans au Caire il y a à un moment donné, qu'elle a trouvé les bons interlocuteurs. Puis après, Marielle est partie ailleurs. Celui qui est venu après s'est désintéressé de la question. Et plus personne ne pense à la formation des traducteurs. Et le tout à l'avenant. On a beaucoup ce problème de continuité. Alors côté Institut français, les personnes tournent et souvent avec des profils très différents. Côté UMIF, on pourrait espérer que
qu'il y ait davantage de continuité, parce que là, on a tout le temps des chercheurs, des gens qui sont investis. Et, voilà. Alors là, petit ajout, information importante sur le rôle des UMIFRE actuels, enfin, une initiative importante actuellement dans le domaine de la traduction arabe dans les UMIFRE, c'est le projet qui est porté par l'IFAO, Frédéric Abécassis à l'IFAO, qui s'appelle Open Traduction. Alors, il ne s'agit pas de traduire des livres, mais il s'agit de faire paraître dans toute une série de revues qui sont en particulier les revues portées par les UMIFRE. Hein, donc, il y a le bulletin d'études orientales de l'IFPO, il y a le bulletin de l'IFAO, il y a Arabian Humanities du CEFAS, etc. Et puis, nos deux revues de l'IREMAM, l'année du Maghreb et la revue des études sur les mondes musulmans à la Méditerranée. Donc, de faire paraître avec tous les articles de ces revues, des résumés, les titres et les mots-clés en arabe. Aussi bien dans les versions en ligne que sur les versions papier. Alors, c'est quelque chose qui a démarré en 2020, qui est encore en train de se mettre en place, mais c'est une très belle initiative, et avec à la clé aussi quelque chose de très important. L'idée aussi, si ce projet peut s'inscrire dans la durée et fonctionner, c'est aussi d'arriver à produire une espèce de thésaurus de mots-clés, puisque évidemment, en faisant tous ces mots-clés d'articles de sciences sociales en arabe, c'est d'arriver à avoir un thésaurus de mots-clés arabes reconnus par l'ensemble des acteurs dans toutes ces revues, une terminologie arabe dont on sait que c'est un des problèmes, une des difficultés dans l'arabe moderne, dans la traduction en arabe moderne des sciences sociales, c'est l'uniformisation ou l'harmonisation des concepts traduits en arabe. Donc, voilà, c'était la petite remarque que je voulais faire. Et puis, un mot aussi sur cette question de la fiction. Et ce paradoxe, c'est quand même assez fantastique que, effectivement, d'une manière générale, les éditeurs sont extrêmement réticents à publier autre chose que de la fiction, de l'arabe. Hein, et puis, ce n'est pas que de l'arabe, d'ailleurs. Il y a Johan Elbron qui a travaillé sur les flux traditionnels dans le monde de toutes les langues vers toutes les langues, qui a formulé cette espèce de loi sociologique de la traduction, qui est que moins une langue est traduite vers les grandes langues centrales, plus ce qui est traduit de cette langue tend à se limiter à un genre qui est le roman. Et donc, l'arabe étant une langue marginale, une langue de source marginale, donc elle fait partie de ces langues dans lesquelles ce que le monde tend à connaître de la production en arabe tend de plus en plus à se restreindre à la fiction romanesque, qui est lue non pas comme fiction romanesque, mais comme pour sa valeur documentaire. Hein. Moi, quand je fais un cours sur ces questions, je sors toujours la couverture de la traduction française des Filles de Riyad de Rajal Sania, qui est un roman, qui est une fiction totale, hein, mais sur la couverture de l'édition de poche de Presse Pocket, en dessous du titre, c'est écrit « Document », comme si tout ce qui était dans ce livre était la vérité vraie enregistrée sur place. Bref. Et donc, le paradoxe, c'est qu'on lit la fiction comme si c'était du document, mais qu'on ne veut pas, effectivement, on ne veut pas lire, on ne veut pas traduire en français de l'arabe ce qui n'est pas de la fiction. Voilà. Et donc, on reprendra ensemble, tous ensemble, si vous voulez bien, ensuite le débat sur, à partir de ce que Marielle
la fin du PowerPoint de Marielle, c'est-à-dire un peu les propositions et ce que pourrait être le rôle du GIS dans une politique qui permettrait de mettre un peu plus d'huile dans ces rouages qui en ont toujours besoin. Mais avant de revenir à cette discussion générale, donc, je donne la parole à notre collègue Ahmed Tinsel pour nous parler de la situation des échanges traductionnels du turc vers le turc aujourd'hui autour des sciences humaines et sociales. C'est à vous. Merci. Merci. Bon, je vais essayer de vous présenter à la fois une panorama général et puis à partir de mon expérience de la maison d'édition que nous publions pas mal de traductions de l'anglais, du français, de l'allemand, très très peu d'arabe et du persan. Donc, la Turquie, du point de vue du marché de publication, n'est pas un petit marché. D'abord, évidemment, si on prend la totalité des pays arabes, je ne sais pas si ça doit être plus grand, mais selon les données de International Publisher Association, IPA, le marché de l'édition en Turquie représente 6e au monde. Donc, c'est un marché dynamique, large, ce qui explique que nous avons une panoplie de traductions très importante. Alors, ma maison d'édition publie à peu près 140 à 150 titres nouveaux par an. Et dans ces 140, 150 titres nouveaux par an, 40% sont des traductions, c'est-à-dire 140, 150 fiction et non-fiction. Et dans ces non-fictions, il y a des livres d'enfants qu'il faudrait retirer aussi, et on publie à peu près 60-70 livres de SHS, et dedans, il y a à peu près 25-30 qui sont, 35 même, qui sont traduits bon an, mal an. La première langue de traduction d'origine, c'est l'anglais, pour deux raisons. D'abord, l'offre est plus grande. Deuxièmement, trouver des traducteurs de l'anglais vers turc est beaucoup plus facile. Troisièmement, les livres anglais, une partie importante des livres anglais sont conçus pour un public plus large que leur pays d'origine, alors qu'en France, on rencontre souvent des ouvrages qui sont conçus essentiellement pour un public français. Donc, pour un sujet identique, par exemple en sociologie, nous aurons plus spontanément facilité de traduire un livre de l'anglais qu'un livre de français. Bien sûr, il y a des exceptions, parce que le livre français sera exclusivement avec des données en français, alors que le livre anglais, comme l'auteur pense immédiatement à un public qui va au-delà de l'Australie, au-delà des États-Unis, au-delà de l'Angleterre, il va avoir des données beaucoup plus internationales, ce qui facilite évidemment la réceptivité du public quand le livre est traduit. Ça, c'est quelque chose qui handicape beaucoup les ouvrages qui sont basés sur des données, sur des exemples essentiellement pour le français. Mais nous traduisons beaucoup d'ouvrages du français, évidemment. En philosophie, le problème ne se pose pas de la même manière, évidemment. Dans les deuxième chose, en Turquie, par rapport au pays, par rapport à l'Iran, nous sommes tenus par la Convention de Genève d'une manière très stricte. C'est-à-dire l'édition pirate de la traduction entière, c'est relativement difficile parce que tous les ouvrages doivent obtenir maintenant, à la demande de la Société des éditeurs, le gouvernement en 2006 ou 2007, je ne me rappelle plus, a mis en place un système de hologramme. Pour chaque livre, on achète un hologramme au ministère de la Culture en donnant le contrat avec l'auteur ou avec l'ayant droit à l'étranger. Et ce hologramme donne donc le nombre d'éditions, le nombre de tirages, etc., sont définis, ce qui permet
Encore, évidemment, on peut faire des détournements, mais c'est beaucoup plus difficile. Ce qui fait que si les chiffres que Marielle Morin a montrés relativement très élevés par rapport en Turquie, par rapport à d'autres pays que vous avez donnés, l'Iran et je crois que quelques pays arabes, c'est parce que la quasi-totalité des ouvrages traduits sont désormais sous contrat. Et on ne peut pas éditer, sinon ça devient une infraction très grave. Ce qui fait que le coût de la traduction est élevé. À partir de 1994, jusqu'à 1994, en Turquie, la Turquie avait mis une exception à la Convention de Genève et il ne reconnaissait que pour 10 ans le droit au copyright étranger, 10 ans après la mort de l'auteur. Et vous savez que la Convention de Genève reconnaît 70 ans après la mort de l'auteur la validité des droits. Depuis 1995, effectivement, la Turquie applique 70 ans après la mort, après le décès de l'auteur. Et par conséquent, le nombre très important de livres officiellement traduits est important de ce point de vue-là, alors qu'en Iran, la Convention de Genève n'est pas reconnue. Ce qui fait que nous, par exemple, nous ne vendons pas aucun livre en Iran parce que tous nos livres du turc vers le persan sont traduits sans contrat. Vous avez une question, je crois, Jacques. Bon, c'était juste parce que vous dites à chaque fois la Convention de Genève, c'est Berne. C'est toujours... Berne, excusez-moi. Vous avez raison, la Convention de Berne. Je suis resté sur la question des réfugiés plutôt. Excusez-moi. Alors, donc voilà, ça c'est une particularité qui fait que comme la Turquie est dans le cadre à signer à partir de 1995 une union douanière avec l'Union européenne, une des conditions importantes de l'union douanière, c'était le respect des droits d'auteur. Donc du coup, depuis 1995, il y a eu une harmonisation à 90% à peu près de la loi et des pratiques en Turquie. Deuxième aspect, il y a une traduction très importante, il faut reconnaître, en Turquie. Par exemple, en 2019, il y a eu 77 000 nouveaux titres publiés en Turquie au total, selon l'association des éditeurs. Et dedans, il y a évidemment des livres scolaires, il y a des livres religieux, et les livres qui sont de sciences humaines et sociales, littérature et enfants représentent à peu près la moitié de ces 67 000 nouveaux titres, donc à peu près 32 000 nouveaux titres en 2019. Et dans celui-ci, les livres de sciences humaines et sociales sont en augmentation avec les livres d'enfants. Par rapport à la littérature qui domine, bien entendu, la fiction domine, mais la part des sciences humaines et sociales augmente significativement. D'ailleurs, nous voyons au niveau de nos ventes, de nos publications, de nos titres. Je vois avec les éditeurs en France avec qui je travaille, comme La Découverte, Seuil, Actes Sud, etc. Les premiers tirages que nous faisons pour beaucoup de sciences humaines et sociales, c'est à peu près équivalent au tirage français, avec un espoir de vente dans l'année de 1500 titres. Vous savez, maintenant, c'est devenu très bas, hein, même en France. Donc, c'est en moyenne, j'entends, il y a des ouvrages qui sont vendus, des essais à 100 000, mais en moyenne, ça tourne autour de 1000, 1500 dans l'année. Après, ça augmente. Alors, troisième chose, c'est la première difficulté, je disais bien, c'est de trouver le traducteur, le bon traducteur. La Turquie n'est pas un pays francophone. Donc, du coup, spontanément, nous n'avons pas un bassin francophone susceptible de traduire, des gens susceptibles de traduire des livres. Il y a des écoles francophones, il y a 8-9 lycées francophones, il y a une université francophone qui sont en fait nos bassins de traducteurs, grosso modo, par rapport à l'anglais où on a évidemment un nombre de traducteurs beaucoup plus important, incomparablement beaucoup plus important. Et ça, c'est du point de vue de droit. Du côté des soutiens,
Moi, dans les années 90, j'arrivais à faire bénéficier notre maison d'édition d'un soutien beaucoup plus important du CNL. Désormais, nous avons quasiment arrêté de travailler avec le CNL. D'abord, le CNL, nous n'avons pas le droit de faire la demande, c'est la maison d'édition française à qui on a acheté le droit. Et les maisons d'édition sont un peu, désormais, traînent les pieds parce que par rapport aux années 90 où j'obtenais énormément de soutien du côté de CNL, des contrats substantiels, les maisons d'édition aujourd'hui, même en France, Gallimard y compris, traînent les pieds pour faire ces démarches parce qu'il y a une bureaucratie qui a doublé ou triplé par rapport aux années 90 à CNL. Par exemple, moi, dans les années 90, j'avais obtenu, en l'espace de 4 années, on avait créé une collection à partir de Que sais-je, en ajoutant des titres turcs en turc, on avait appelé ça Université de poche, et en l'espace de 4 années, j'avais fait traduire 120 Que sais-je en turc, avec un soutien très important du CNL que les PUF suivaient très, très bien. Mais aujourd'hui, pour un titre de Que sais-je, presque il faudrait faire une démarche, une bureaucratie qui représente l'équivalent de 30 titres d'autrefois et pour un montant beaucoup moins élevé. En revanche, ce qui ne se faisait pas dans les années 90, maintenant est venu de plus en plus. L'Institut français, non pas l'UNIFRE, ce n'est pas l'IFEA, mais l'Institut français d'Istanbul, est devenu actif. Et il fait tous les 2 fois par an, il fait un appel d'offres pour demander des aides à la traduction et nous arrivons à peu près à avoir des aides pour 3-4 titres de sciences humaines et sociales. Les montants ne sont pas très élevés, ça couvre à peu près les avances que nous versons pour le contrat de droit d'auteur. Les avances, pas la totalité, mais les avances. C'est autour de 500 à 700 euros pour un livre, mais pas plus. La traduction coûte cher parce que nous, en Turquie, nous payons les auteurs au pourcentage comme le droit d'auteur. Et par conséquent, un livre coûte en traduction avec le droit d'auteur et le droit d'auteur de traducteur entre 16 à 18% le prix du vente du livre, ce qui est un coût de droit d'auteur relativement élevé. Et en France, quand ça dépasse 8%, on commence à trouver que c'est excessif, pas pour la traduction, mais en France, je crois que vous ne payez pas beaucoup, les traducteurs en droit d'auteur, on paye souvent par page et un fixe, ce qui est un calcul différent. Ce qui fait qu'en Turquie, les traducteurs préfèrent évidemment faire des traductions de livres qui ont un espoir de vente élevé, parce que comme ils ont un pourcentage sur la vente, sur le tirage, ceci devient plus intéressant. Enfin, une chose qui est importante en Turquie, c'est que la pratique, c'est que nous payons l'auteur et l'éditeur, non pas sur le nombre d'exemplaires vendus, mais sur le nombre de tirages. C'est-à-dire que quand on tire un livre en 2000 copies, le droit d'auteur, nous le payons dans les 3 mois sur les 2000 ventes, même si on vend 1000 à la fin de l'année. Ça augmente beaucoup le coût de départ du livre, puisque en France, vous savez que c'est tous les ans, au fil de... Si c'est vendu 500, on vous paye 500, si c'est vendu 1000, etc. En Turquie, cette tradition, cette pratique alourdit un peu les coûts d'entrée du livre d'une certaine manière. Enfin, pour le public turc, les textes les plus intéressants, qui sont les plus traduits, les domaines les plus traduits du français vers le turc, c'est la sociologie, évidemment. C'est sciences politiques. Je parle de sciences humaines et sociales, hein? Sinon c'est la littérature, évidemment. Sciences politiques, sociologie politique, plus exactement, pas la sociologie ou la sociologie au sens général, théorique,
La sociologie appliquée un peu moins. Et surtout des ouvrages que nous n'appelons pas en France sciences humaines et sociales. Je ne sais pas comment vous allez le classer, mais des ouvrages grand public, psychologie, par exemple, beaucoup des ouvrages de Odile Jacob qui sont comme ça, comment dire non, apprendre à dire non, ou vivre et travailler avec des personnes difficiles. Vous voyez, c'est des essais qui sont psychologie appliquée, grand public, mais en même temps sérieux, etc. Ce genre de titres, ce genre d'ouvrages, nous publions beaucoup. Peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes psychosociologiques en Turquie et donc il y a une demande. Et par contre, les ouvrages d'économie sont très peu traduits du français vers le turc parce que les ouvrages d'économie, sauf quelques titres comme Piketty, etc., sont trop franco-français dans leur problématique, donc ça n'intéresse pas le public. Alors, en fait, du côté... et puis, deuxième chose, il y a aussi évidemment les publications en français qui se font en Turquie. C'est l'Institut français des études anatoliennes qui réalise ces publications en français. Ils ne font pas de publications en turc, l'IFEA, mais en revanche, ils font des revues, par exemple Anatolia Antique, qui est une revue d'archéologie ou d'histoire antique, les dossiers de l'IFEA, qui sont des dossiers distribués gratuitement, mais qui sont sur plusieurs sections, patrimoine au présent, la Turquie d'aujourd'hui, etc. Et désormais, ils ont publié 2 livres électroniques. Je ne sais pas s'ils vont continuer, je n'ai pas demandé ça à Bayram Balcı, mais il y a 2 livres électroniques qui ont été publiés récemment par l'IFEA, ce qui est une nouveauté. Par contre, l'IFEA ne publie pas de livres au sens classique du terme, avec ISBN, distribution, etc., parce que c'est un problème de distribution. C'est ce genre de choses n'est pas vendable en Turquie. Si on le publie en français, il y a quasiment 2 librairies en somme et pour tout en Turquie qui vendent des livres en français et le public qui va acheter ça est extrêmement restreint. Donc, du coup, il n'y a pas un public spécifique pour le livre publié en français en Turquie. Il y a une maison d'édition privée, Isis, qui publiait pas mal de livres en français, mais avec un prix d'achat inabordable pour les Turcs. Maintenant, ils ont beaucoup réduit. Ils publient plutôt, je regardais, en anglais. Maintenant, revenons dans l'autre sens, vers la France, et je terminerai là-dessus. Vers la France, évidemment, nous, par exemple, nous ne faisons pas le travail d'exploration de nos titres, de nos auteurs, alors qu'on publie beaucoup de littérature vers l'extérieur parce que le marché est très réduit et le coût institutionnel de ces démarches devient très important. En revanche, il y a eu maintenant énormément d'agences littéraires qui s'est développées en Turquie, qui sont très introduites auprès des maisons d'édition étrangères, et ce sont ces agences littéraires qui sont porteuses de ces titres, mais essentiellement en fiction, comme vous avez souligné tout à l'heure, Jacques Mon, c'est essentiellement la traduction est en fiction. Il y a eu une augmentation, par contre, reconnaissons-le, depuis 20 ans, une augmentation considérable de traduction de fiction du turc vers le français. Ça, c'est Actes Sud en a joué beaucoup sur cette carte. Gallimard, le prix Nobel à Orhan Pamuk a accéléré les choses, mais avant il y avait Yaşar Kemal, mais maintenant des nouveaux auteurs et des petites maisons d'édition spécialisées aussi jouent sur ce terrain-là et ils font un très bon travail. Mais la traduction des livres de sciences humaines et sociales du turc en français a le même problème la plupart du temps que les traductions des livres de français vers le turc, c'est-à-dire ils sont trop turco-turcs. Donc, du coup, c'est difficile d'intéresser, sauf des questions très pointues, c'est difficile d'intéresser un public français sur ces questions, un nombre suffisant. 300 peut-être, mais pour 300, on ne traduit pas un livre, ce n'est pas commercialement
rentable. Et la Turquie ne fait pas de soutien pour la traduction du livre Sciences humaines et sociales vers l'étranger. Il y a un programme de soutien à la traduction, mais pour littérature et pour des titres que l'État a choisis. Et évidemment, aujourd'hui, l'État, ce panier de titres est très conservateur vu le profil du gouvernement. À un moment donné, on arrivait à faire passer quelques ouvrages un peu plus modernes, un peu moins collés-montés, mais maintenant, c'est devenu encore plus difficile. Donc, nous n'avons pas de soutien du turc vers les langues étrangères. Et enfin, une dernière chose, évidemment, les Turcs publient beaucoup à l'étranger, les chercheurs turcs, mais en anglais. Si vous regardez les livres publiés sur la Turquie ou concernant aussi la Turquie par des chercheurs turcs à l'étranger, en langue étrangère, par exemple, nous prenons le cas de Routledge. Vous mettez Routledge comme maison d'édition et Taurus, les deux publient plus de livres sur la Turquie d'auteurs turcs que toutes les maisons d'édition françaises réunies. Donc, mais c'est parce que tout le monde préfère publier en anglais, et je suis sûr que si j'amenais un livre publié par Routledge à une maison d'édition française, c'est-à-dire avec 12 auteurs, avec un espoir de vente de 300 ou 400 au maximum, probablement on me rigolera au nez dans cette optique-là. Il n'y a pas de maison d'édition de petit tirage, grand prix, parce que ces livres dont Routledge parle ne sont pas vendus par le public. Comme vous savez, ce sont des ouvrages qui sont publiés en 400 copies, dont 250 pour les bibliothèques et éventuellement 50 pour 50 chercheurs qui achètent, mais à 100 pounds ou 120 dollars le livre. Donc, ce n'est pas du tout la même économie de vente en librairie. Voilà à peu près ce que je pouvais dire dans les deux sens. Par contre, ce que je suis très content, c'est que malgré la crise économique, Covid plus la crise économique en Turquie, l'édition tient bon. C'est quelque chose qui nous étonne. Nous avions à un moment donné envisagé de réduire le nombre de titres, mais on s'est rendu compte que ça continue à se vendre. Donc, malgré la crise, nous n'avons pas réduit le nombre de titres par mois que nous publions, et les chiffres de vente n'ont pas augmenté considérablement, mais n'ont pas baissé non plus considérablement. Et ça, nous essayons de comprendre les raisons pour lesquelles, comment se fait-il qu'avec la crise économique, la tension politique, etc., le monde de l'édition continue à tenir bon, et une chute des livres religieux, une augmentation des ventes. Il y a une chute considérable des livres religieux en Turquie depuis 4 ans et une considérable augmentation des livres en sciences humaines et sociales. Bon, ça sera une autre question de sociologie éditoriale à étudier. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Ahmed, pour toutes ces données précieuses sur la situation du livre et de la traduction en Turquie et avec le turc, avec beaucoup de choses qui sont partagées avec l'arabe, comme on a pu le voir, et d'autres non. Et puis, merci surtout aussi d'avoir beaucoup insisté sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué, qui est la dimension proprement économique, hein, parce que, et comme vous l'avez souligné naturellement, le livre traduit par rapport au livre original, c'est un coût de plus, c'est le coût de la traduction en plus, et c'est ce coût qui explique aussi, qui est à l'origine en bonne partie des problèmes, des difficultés de ce domaine spécifique, la traduction des sciences humaines et sociales, parce que, comme chacun sait, déjà le livre écrit originellement en français en sciences humaines et sociales, les tirages, les ventes ont tendance à baisser sur le marché. C'est ce que les grands éditeurs
SHS nous disent depuis longtemps. Et donc, le modèle économique de cette niche éditoriale est fragile et a fortiori pour la traduction, d'où l'importance de tout ce côté politique public, soutien à la traduction qu'on a évoqué les uns les autres, que ce soit à travers le ministère de la Culture, les instituts français. Alors, je vous remercie de vos précisions sur le CNL. J'avais cette question de la bureaucratisation des aides du CNL m'avait échappé, mais c'est quelque chose, je pense que si c'est une plainte récurrente et qui concerne d'autres éditeurs, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que vous, de votre côté, vous demandiez à Gallimard et à vos autres interlocuteurs dans l'édition française de faire remonter au CNL, parce que je pense que, vu qu'ils ont de gros moyens, hein, il faut savoir que le budget des aides à la traduction dans les deux sens, hein, du CNL annuel en France, c'est, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 millions d'euros par an. C'est quelque chose d'énorme, et qui n'est pas de l'argent public, hein, d'ailleurs, qui provient pour l'essentiel des taxes sur la reprographie et des taxes sur le prêt en bibliothèque, je crois que... ou d'une petite taxe, d'un petit taxe sur le chiffre d'affaires des éditeurs. En tout cas, c'est le budget du CNL, c'est pas, il vient de taxes qui sont prélevées sur les. C'est quand même l'argent public. Ce sont des taxes, c'est l'argent public. Non. Ben, les taxes, c'est toujours l'argent public. Mais non, mais puisque c'est une taxe qui est prise sur le chiffre d'affaires de l'édition. Non, mais je blague un peu là. C'est exprès. Exprès, oui. Exprès. Il y a eu une diminution de budget du CNL par rapport aux années 90. Moi, j'ai connu vraiment les années fastes du CNL. C'est pourquoi je compare. Il y a eu une diminution du budget et il y a eu aussi quelque chose qui augmente la bureaucratie. CNL, auparavant, faisait confiance aux maisons d'édition sur la qualité de la traduction. Maintenant, ils demandent qu'il y ait un rapport, pour chaque cas, un rapport sur la qualité de la traduction. Déjà, la traduction, à peu près, ça prend 2 années. Si en plus vous ajoutez 6 à 8 mois l'accord, une fois la traduction finie, pour obtenir l'accord du CNL, parce que vous ne pouvez pas publier avant l'accord du CNL pour obtenir la subvention, là, vous abandonnez. Puisque les maisons d'édition font des contrats où le livre doit être signé, doit être publié dans 18 ou 24 mois au maximum. Alors, si vous ajoutez 6 mois de bureaucratie de CNL, là, ça ne marche pas. C'est dans ce sens-là une question pratique, si vous voulez. Donc, en tout cas, c'est un élément important. Et puis, c'est un élément important aussi dont on n'a pas parlé sur la question des traducteurs arabes, qui est que Bassam Baraka a parlé de la question de la formation et puis de l'enseignement et de la formation. Mais il y a aussi la question de la rémunération des traducteurs qui est aussi un frein. Alors là-dessus, c'est vrai que les choses ont évolué plutôt favorablement dans le monde arabe avec les initiatives et un peu le mécénat, enfin la place qu'a prise dans les 20 dernières années, compris les États du Golfe dans l'édition arabe et en particulier dans la traduction qui permet à un certain nombre de traducteurs d'être rémunérés dans des conditions un peu plus favorables que s'ils travaillaient pour leur éditeur syrien, libanais ou marocain habituel. Mais bon, c'est un problème réel. Et puis, juste pour une note aussi sur cette question, là aussi, on
on a tous eu tendance, là, depuis Marielle jusqu'aux différentes interventions, de parler de pourcentage de traduction en SHS par rapport à la littérature, etc. Ces catégories, il faut bien voir qu'en général, dans les bibliographies, à peu près tout le monde utilise la classification décimale d'Iway, où effectivement on a des catégories qui correspondent aux sciences humaines et sociales, mais ça ne veut absolument rien dire, parce que comme vous le dites, quand on met des livres en psychologie, par exemple, en fait, il ne s'agit pas de psychologie, il s'agit, comme vous le dites, de ce qu'on appelle en français développement personnel, quoi. Donc, la catégorie SHS dans les bibliographies est à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Avant de donner la parole à nos auditeurs, si l'un de vous trois a d'autres remarques à faire, et puis après on prendra quelques... excusez-moi, Marielle, c'est jusqu'à quelle heure? C'est jusqu'à 16h ou 16h30? 16h? 16h. 16h. Bon, ben, peut-être rapidement, donc, nos trois intervenants, si vous voulez ajouter quelque chose, et puis, mais très vite, et puis qu'on ait aussi le temps de prendre une ou deux questions. Franck? Oui, merci de me donner la parole. C'est juste pour signaler le fait que aussi la valeur symbolique de la traduction, la valeur politique de la traduction aussi est à prendre en compte. Là, tu as parlé tout à l'heure, on a parlé de la place prise par les États du Golfe dans la question de la traduction. Bassam Baraké a parlé, peut-être qu'il faisait aussi allusion au rapport du PNUD dans les années 2003 qui évoquait un manque de traduction dans le monde arabe. Et là, par exemple, on a aujourd'hui des initiatives effectivement qui viennent du Golfe, notamment avec le Centre arabe de recherche et de politique, Centre arabe de recherche politique à Doha, au Qatar. Et j'ai compté justement le nombre de traductions publiées depuis 10 ans, parce qu'il a été créé en 2011. Il est donc dirigé par Hasbi Bishara, l'intellectuel palestinien. Sur 427 ouvrages publiés en 10 ans, il y a 97 traductions, principalement de l'anglais et du français, et qui concernent véritablement les sciences sociales et humaines et pas le développement personnel. C'est véritablement un centre de recherche et de formation aussi en sciences sociales et humaines. Et là, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu aussi des solitudes qui s'ignorent lorsque, comme on parle pour le Canada anglais et le Canada français, qui sont deux grands isolats. Là, c'est un petit peu pareil par rapport au centre de recherche, en fait, de part et d'autre de la Méditerranée, ou en tout cas, dans le fait où ce type de connaissance, de savoir que ce qui se produit dans ces centres de recherche n'est pas très connu finalement. Et donc, c'est pourtant là aussi qu'on pourrait trouver une pensée qui est en train de se faire et dont une partie pourrait également être traduite. Merci. Alors, je vois qu'il y a Sardia Axous qui voulait poser une question. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. C'était très passionnant, très intéressant. J'avais une petite question, notamment par rapport à la formation des traducteurs. Il y a un constat, me semble-t-il, qu'on ne peut pas parler de la traduction SHS dans le monde arabe, mais des traductions, parce qu'il y a plusieurs espaces. Aujourd'hui se rajoute la région du Golfe, etc. Mais ce qui m'a interpellée, moi, c'est la question de la formation des traducteurs. J'anime moi-même un séminaire à l'EHESS avec ma collègue Nisrine Zahre, qui s'appelle Atraf, où on forme des traducteurs. On a essayé, donc on a fait un appel aux étudiants pour venir s'inscrire pour traduction donc, en sciences sociales, mais aussi en littérature. Mais ce qui ressort, parce que ce séminaire Atraf est organisé depuis quelques années maintenant, mais il y a une chose, me semble-t-il, qui est importante pour cette question de formation de traducteurs, c'est que le potentiel de traducteurs, il est en France. Si on prend la vague de réfugiés syriens, parmi eux, il y a des traducteurs. Donc voilà, moi, c'est la question que je voudrais renvoyer finalement.
Est-ce qu'il faudra, parce qu'on ne peut pas, pour l'espace arabe, c'est des espaces arabes. Il y aura des écoles de formation en Égypte, mais ce qui est très bien, des espaces, une école de formation au Maroc, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le potentiel qui existe en France? Et comment bon, il n'y a pas de réponse dans l'immédiat, mais c'est la question que je vais... Est-ce que je peux répondre à cette question? C'est quelque chose auquel nous réfléchissons et nous n'arrivons pas à trouver de solution. Nous avons maintenant, avec l'autocratie répressive en Turquie, énormément de chercheurs qui ont été virés de l'université et qui ont été partis à l'étranger et qui sont à la recherche, surtout partis à l'étranger. Quand ils sont en Turquie, le problème ne se pose pas, on les emploie. Mais quand ils sont à l'étranger, notre difficulté, c'est que ce que nous pouvons payer depuis la Turquie pour la traduction d'un livre de l'anglais ou du français à quelqu'un qui vit en France ou en Angleterre, ça devient comique. C'est exactement le même problème pour les traducteurs arabes installés en France qui veulent travailler vers l'arabe aujourd'hui. Parce que, bah, évidemment, un éditeur arabe ne peut pas leur payer à Casablanca voilà. Ou même à Beyrouth. Parce qu'un livre, prenons un livre qui est vendu en France 20 €, nous vendons en Turquie le même livre à peu près à 5 ou 6 €. Et c'est exactement les mêmes ordres de grandeur avec le livre. Et donc, c'est impossible. Il y a énormément de demandes. Ils veulent faire. Il y a beaucoup de collègues en plus qui sont en Allemagne, en Angleterre, etc., qui veulent faire ça. Quand ils sont en Turquie, bien sûr, ça va. Ils peuvent vivre avec ça plus ou moins. C'est jamais plus que, c'est jamais plutôt moins que plus, mais de l'étranger, c'est impossible. La seule intérêt, c'est quand un organisme français paye ses traducteurs pour la traduction du français en turc. Mais là, c'est exceptionnel, évidemment. On a une question de monsieur Youssef Omda. Alors, très rapidement, monsieur, s'il vous plaît, parce qu'il est 15h53. Donc, si vous voulez avoir combien de temps de vous... Oui, bon. Oui. Excusez-moi. Allez-y. Si vous pouvez allumer votre caméra, c'est... Très bien. Bonjour, monsieur. J'espère que tout le monde m'entend. Non, merci. Maintenant, ça va, mais tout à l'heure, on ne vous entendait pas. Oui, oui, j'ai allumé. Voilà. Donc, ma question, elle est toute simple. Elle est effective. Pardon. Ma question est toute simple et très rapide. Il vaut mieux que vous la tapiez parce que là, la liaison est trop mauvaise. Il vaut mieux que vous la tapiez dans le chat, dans le chat à côté parce qu'on ne vous entend pas. Avant d'arriver aux traductions citées, non, c'est pas la peine, on ne vous entend pas, il vaut mieux que vous l'écriviez dans le chat. En attendant, et puisqu'il nous reste... quid de la place de l'arabe et du turc? Oui, alors merci monsieur. La place de l'arabe et du turc dans les écoles françaises, mais c'est un autre débat que on n'aura pas le temps d'ouvrir dans les quelques minutes qui nous restent. Donc, on va rester sur la question des traductions et peut-être donner la parole à... Ah, non, monsieur Baraké, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Oui, en fait, je voudrais soulever une conception qui a été toujours travaillée presque intégralement dans les textes littéraires, c'est l'intertextualité. Si je prends l'intertextualité, si je l'applique aux sciences humaines, on voit bien qu'elle marche très bien. Il y a intertextualité, bien sûr, dans les sciences humaines et a fortiori. Alors, si je traduis un livre français ou autre, ou d'une autre langue vers l'arabe, l'intertextualité se perd. Le lecteur arabe ne pourrait pas comprendre le texte
elle ne pourrait pas comprendre ce qu'il y a derrière le texte français. C'est pourquoi moi je pense que, et ça je l'ai dit une fois à l'UNESCO, il n'y a pas d'avenir à la traduction arabe, dans le monde arabe, si le texte traduit n'est pas revisité, relu, retravaillé, repensé. Et cela en fonction des textes arabes qui existent déjà et en fonction des textes français auxquels renvoie le texte traduit. Merci, oui, vous avez complètement raison. Et en même temps, c'est une problématique générale de la traduction. Je veux dire, ce qui se traduit en français. Et de la pensée aussi, du savoir. C'est pareil, on n'a jamais. Bourdieu disait les textes circulent sans leur contexte. Et de toutes les langues et vers toutes les langues, et avec tous les malentendus et les réinterprétations. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse et ce qui fait avancer la connaissance. C'est ces malentendus qui sont aussi créateurs souvent. Pour répondre à la question de tout à l'heure, ne serait-ce que pour le turc, je dirais que depuis 20 ans, il y a eu une très très importante amélioration de traduction du turc vers le français. En France maintenant, il y a beaucoup, non pas des Turcs d'origine, mais des Français d'origine, dont la langue maternelle est le français, qui font de très bonnes traductions du turc vers le français grâce à l'INALCO essentiellement. Ils apprennent le turc à l'INALCO. Et vous savez que dans la traduction, en tout cas, ce que nous cherchons, je pense que universellement c'est le cas, nous préférons, quand nous confions un bouquin traduit du turc vers le français, nous préférons que le traducteur soit de langue maternelle française, ayant une bonne connaissance du turc, mais pas une connaissance très, très détaillée du turc, pour que le texte soit bon en français, et sans qu'il y ait de contresens graves, mais surtout le texte soit bon en français. Et il y a énormément relativement à l'édition turque, il y a en France beaucoup de bons traducteurs du turc vers le français, des Français qui sont à la fois en fiction et en sciences humaines. Donc, nous n'avons pas ce problème de manque de traducteurs, c'est le problème de manque d'intérêt, et puis aussi, c'est notre problème, c'est la plupart des... Moi, quand j'écris un bouquin en France, en Turquie, je le refais en France, je le fais directement, donc du coup, c'est plus un bouquin traduit. Et c'est beaucoup de cas comme ça. Ça ne va pas dans le cadre de bouquins traduits en même temps. Merci. Est-ce qu'on peut demander à nos hôtes du GISMOM, Eric ou Élise ou Marielle, de conclure cette table ronde? Peut-être. Alors moi, j'avais juste une... donc, merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant et je crois que on a encore un peu de chemin à faire pour la publication de ce cahier du GIS sur la traduction. Alors, Marielle a déjà fait donc, ce gros travail disons, de rassemblement des statistiques et de premières analyses, mais les différents points que vous avez tous mentionnés nous permettront d'aller beaucoup plus loin, je pense, et de poser aussi de façon plus fine toute une série de questions essentielles. Je pense, et on va en reparler là, dans les conclusions qui vont être tirées de cette journée de forum dans quelques instants, avec la présence donc de François-Joseph Roudjou, de Delphine Pages-Karoui et également de Stéphanie Salha, donc de nous, disons, des différentes tutelles. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses à inventer, en particulier il est peut-être venu de fédérer les énergies, les attentes, peut-être dans les directions qu'évoquait tout à l'heure Franck Mermier, pour développer enfin un vrai pôle en France, alors qui peut être mutualisé entre les UMIFRE, avec également, qui pourrait aussi peut-être être soutenu par les laboratoires français, par le GIS, enfin, autour de ces questions de traduction. Parce que, outre les enjeux qui ne sont pas neufs autour de cette circulation des savoirs, il me semble qu'on est aujourd'hui dans une période
mutation assez forte de ce que signifie même cette pratique de la traduction avec le développement du numérique. Moi, je le vois bien en tant que formateur. Hein, mes étudiants en département d'arabe à Strasbourg, et peut-être que, j'imagine que tu fais les mêmes constats à Aix-en-Provence, Richard, mais aujourd'hui, nos étudiants arabophones en département d'arabe vont, disons, vivre avec DeepL greffé dans la main, enfin, utiliser en permanence des systèmes de traduction dans un sens ou dans l'autre. Ce qui donne lieu à des pensées flottantes qui ne sont ni véritablement dans une langue ni dans l'autre. Et il me semble que ces outils d'automatisation de la traduction sont en train de quand même révolutionner beaucoup le rapport qu'on peut avoir donc à ces textes dans d'autres langues. Et que ça pose d'autant plus la question de ce qu'est une bonne traduction en sens domaine social. Donc, un peu les derniers points qui étaient soulevés, c'est-à-dire une traduction qu'on va avoir envie de lire aussi, qui va donner envie de découvrir, qui n'est pas tout à fait la même chose peut-être le rapport de traduction un peu utilitaire qui peut être développé aujourd'hui facilement avec ces outils-là. Et il me semble que dans cette direction-là, il y a aussi peut-être encore des choses à creuser qui touchent aussi à tout le chantier sur le numérique qu'on a engagé par ailleurs dans le cadre du GIS. Voilà, donc c'est vraiment pour vous remercier et aussi peut-être souligner la richesse de ces regards croisés entre monde arabe, monde turc. Ça aurait été intéressant aussi d'avoir effectivement un regard perçant en tous les sens du terme dans cette table ronde, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà. Donc merci à vous. Merci Eric. Oui, sur l'utilisation de la traduction automatique, les Google Translate, etc. C'est vrai que ça marche de mieux en mieux entre le français et l'anglais, le français et l'allemand, le français et l'espagnol, etc. Mais alors avec l'arabe, c'est pas encore au point et ça donne des choses vraiment comiques quand les étudiants font des traductions de ou vers l'arabe avec Google Translate. Donc là, il y a encore les traducteurs humains ont encore de beaux jours devant eux, heureusement.